Brodio. Vous êtes sur le point d'écouter le 3e épisode de la série de Grands-parents. Une série produite et réalisée par Brodio. Pour une meilleure compréhension des événements, assurez-vous d'avoir écouté l'épisode Papillon Noir. Privilège de poilu. Cela fait déjà un mois que Célestin, soldat d'infanterie de la 21e compagnie du 276e régiment, est mobilisé sur le front. Un mois de longue marche, de mauvaise organisation, de combats, de larmes et de pertes, qui se conclut sur une retraite de 50 km après une bataille dominée par les forces allemandes. S'étant retrouvé avec les cuisses en sang, entièrement tétanisé, Célestin mettra quelques jours à se remettre. Mardi 1er septembre. Nous partons sous bois à 5 heures du matin. À travers la canonnade, nous sommes tout le corps d'armée. Nous rentrons à Bettencourt, 2 heures pour se nettoyer et manger. 3 jours que cela ne m'était pas arrivé. À 2 heures, nous allons en soutien d'artillerie sous bois. Nous bivouaquons sous les obus et les bombes que lancent les avions. Mercredi 2 septembre. Je suis gelé et un rhume de poitrine me travaille. Je m'ennuie à mourir. Je grelotte. Mes rhumatismes me travaillent les jambes. Nous partons au matin, à 4 heures. Nous faisons 55 km, toujours sans pain. Nous traversons la forêt de Chantilly. Les Allemands sont à Senlis. Notre convoi est attaqué. 4 morts. Les hommes tombent comme des mouches, surtout par la chaleur et la faim. Les traînards qui ne peuvent plus marcher sont tués par les Allemands. Nous arrivons le soir à minuit, à Luzarches, croyant trouver un peu de paille. Plus de place. Nous couchons sur les trottoirs. Et malgré les ordres du colonel lui-même, personne ne se lève. Nous n'en pouvons plus. Nous restons là 3 heures et repartons. Ah, pauvre chère femme et chère gamine. Sans vous qui me soutenez moralement, je me serais fait sauter le caisson depuis longtemps. Aujourd'hui, je serai le 11e dans ce cas-là. Jeudi 3 septembre. Nous marchons toujours. Nous sommes surpris et découragés d'être à 28 km de Paris. Nous allons un tirailleur à la hauteur de Weimar, croyant livrer bataille. Rien. Les Allemands ont reculé. À la nuit, nous allons à Vitry, après avoir passé la journée couchés dans les betteraves. Grande fatigue. Vendredi 4 septembre. Nous sommes dans les tranchées avancées du village. Je ne puis plus marcher. Que m'arrive-t-il ? Je ne sais pas, mais je me traîne littéralement. Ah, ma pauvre gosse, si tu n'étais pas là. Encore une marche. Je marche de nuit, avec alerte répétée. Nous allons à Weimar en avant-poste. Samedi 5 septembre. Valois. Nous partons à 4 heures du soir avec les troupes revenant de Mulhouse en renfort. Je ne peux plus marcher. Je monte sur un caisson d'artillerie pendant 8 km. Tout à coup, les coups de canon nous surprennent. Les Allemands sont à 2 km. L'artillerie s'en va au front. Je quitte mon caisson et je fais 1 km pour rejoindre les amis. J'arrive juste pour rentrer en danse. Comment vais-je faire ? Je ne sais pas. Nous les repoussons à 15 km en se battant. Nous perdons beaucoup de monde, hélas. Dimanche 6 septembre. Mouthion. Voilà 37 heures que nous nous battons. Je ne cours plus sous les balles. Je marche péniblement. Décidément, la mort ne veut pas de moi. Tant mieux. Mais si je n'espérais pas revoir les miens, je resterai là. Car je suis mort errant, véritable loque. Je fais le sang à flot. Voilà 4 jours que nous ne nourrissons que de pommes. Les obus éclatent dessus.
nous perdons la moitié du régiment. Et le malheur, c'est l'artillerie française qui nous canonne par erreur. Bon sang de bon sang. Quelle misère. Lundi 7 septembre. La bataille continue. Le 3e régiment de Zouaves est arrivé. Nous sommes bien fatigués. Nous restons sur le champ de bataille. Nous sommeillons 1 heure sous les canons. Nous n'en pouvons plus. Mardi 8 septembre. Nous partons à 3 heures en avant. Nous les repoussons très prudemment. Nous passons par le champ de bataille de la veille. Horrible spectacle. Et quelle odeur. Les Allemands ont abandonné 500 blessés sous un hangar et de nombreux morts dans une mare. Des chevaux tués en grande quantité. 18 caissons de munitions. Faute de chevaux, nous sommes toujours soutien d'artillerie. Quelle misère et que de kilomètres nous faisons. Je ne peux plus me traîner. Je marche je ne sais comment. Enfin, la chance me favorise. Les camarades tombent un peu partout et je suis épargné. Mais je suis tellement épuisé que par instant, je demande une blessure. Même la mort. Ah, ma gosse, si tu n'étais pas là. Nous sommes assaillis par les aéroplanes allemands et leurs bombes. Plusieurs des nôtres y restent encore. Nous bivouaquons en avant de la ferme des Nonnes. Mercredi 9 septembre. Nous formons la garde de police au quartier général. Nous formons des postes d'écoute. Seul dans un bois, si tu es pris, tu es foutu. Jeudi 10 septembre. Bataille. Nous marchons en avant, toujours, en repoussant les Allemands. Nous passons à Étrepilly. Quel spectacle. La veille au soir, les Zouaves avaient chargé les Allemands. Quel triste tableau tout de même, que de morts, que de blessés qui souffrent. Nous allons à Thury-en-Valois, où nous prenons les avant-postes. Encore la pluie qui tombe depuis ce matin à Sceaux. Nous passons la nuit dehors aux écoutes. 48 heures que je ne dors pas. Vendredi 11 septembre. Nous sommes trempés jusqu'aux os. Et partout. Nous poursuivons notre route en plaine, en marche et en contre-marche. Nous faisons 50 km dans la journée pour arriver à 7 km de Soissons. Mais nous sommes forcés de reculer, jusqu'à une ferme, en avant de Lompont. Avec défense de faire du feu. Et il pleut toujours avec rage. Samedi 12 septembre. Nous essayons un mouvement tournant, 55 km. Nous sommes toujours sous le feu de l'artillerie allemande, qui fait des dégâts, surtout parmi les dragons. Nous couchons dans un grenier avec Delporte et 3 camarades. Nous en sommes enchantés, car nous sommes enfin à couvert. Après avoir attendu immobile sur la route de 9h à 1h, sans pouvoir faire un pas, coupés que nous étions par le 246 et les convois, les esprits commencent à s'échauffer. Les officiers nous plaquent. C'est à ce moment que je me démerde pour trouver un trou. Il pleut toujours à torrent. Misère. Dimanche 13 septembre. Nous restons toute la journée sur une colline, sous un feu continu de l'artillerie allemande. Et il y a du dégât. Les obus éclatent à quelques mètres de nous. Il y en a un qui me frôle et un autre qui fracasse un arbre auquel j'étais appuyé. Décidément, je crois que la chance me favorise. Espérons que cela continuera jusqu'au bout. Nous rentrons à 2h du matin, sous le feu et à travers bois, dans un autre faubourg de Soissons. Les pontonniers essayent de faire un pont pour que nous puissions passer l'Aisne, dont le pont est sauté. Lundi 14 septembre. Nous restons sur nos positions. Les Allemands sont en pleine déroute, mais nous ne pouvons pas arriver à avancer tranquillement. Nous avons essayé plusieurs mouvements tournants qui ont échoué.
Nous restons cachés dans la gare de la station de Saint-Christophe, à 2 kilomètres en avant de Soissons, tenus en respect par une tranchée garnie d'Allemands et que notre artillerie ne peut déloger. Mardi 15 septembre. Même position, pas de pain, pas de tabac, misère partout. Soissons canonné toute la journée et toute la nuit. Impossible de bouger sous les obus qui pleuvent, et pourtant, je prends 8 heures de faction en avant de la gare à 1500 mètres. Il pleut toujours à torrent. Nous sommes perclus de douleur. Les malades restent sans soins. Je reçois 2 lettres de Jeanne aujourd'hui à 4 heures. Elles portent les dates du 29 et du 30 août. Il y avait 14 jours exactement que je n'avais rien reçu. Dans la lettre du 29, on m'annonce un colis. Je ne l'ai pas encore. Quel service mal fait. 17 jours pour une lettre. Pourvu que ce ne soit pas pareil pour les miennes, car j'écris toujours, tous les jours, dès que cela m'est possible. Alerte toute la nuit. Les obus éclatent à 10 mètres du toit qui nous abrite. Des blessés passent sans interruption. Cafard aujourd'hui, plus que d'habitude, car Delporte a reçu une lettre de sa femme, lui disant qu'elle évacuait. Pourvu que chez nous, cela ne soit pas pareil. Ah, ma pauvre gosse. Mercredi 16 septembre. Toujours même position, impossible de sortir de notre trou. Et nous manquons de tout. Pourtant, cela ne peut pas durer. Nous essayons une sortie. Impossible. Nous rentrons avec des pertes. Jeudi 17 septembre. Même position. Je prends un poste d'écoute avancé. 3 hommes et un sergent. Nous restons 17 heures derrière une meule de paille, sous la pluie battante et sans arrêt. Nous sommes remplacés à 7 heures du soir. Mais on est obligé de reculer jusqu'à la ligne de chemin de fer, car notre emplacement a été repéré et nous ne pouvons plus le tenir. Quelle chance j'ai, quand même parfois. Je me demande comment je suis encore là. Je reçois 2 cartes. L'une m'annonçant l'arrivée d'une lettre que je ne reçois pas, et l'autre écrite par ma chère gosse. Elle m'a fait pleurer. La reverrai-je ? Nous manquons de tout, et mon colis qui n'arrive pas. Vendredi 18 septembre. Nous partons à 2 heures du matin, en longeant la voie de chemin de fer. Les obus pleuvent et il tombe de l'eau à outrance. Nous sommes gelés de froid. Qu'est-ce que nous allons prendre cet hiver ? Surtout que les Allemands ne sont pas encore partis. Nous tournons toujours autour de Soissons, mais nous n'avançons pas. Sous les obus et en courant, en montant à perdre haleine, nous arrivons à Pernan-sous-Soissons, avec beaucoup de pertes. Le dernier officier de la 19e tombe dans ce défilé. Nous perdons notre capitaine. Samedi 19 septembre. Nous sommes toujours à Pernan-sous-Soissons, en réserve d'avant-poste. Nous voyons les avant-postes allemands à 400 mètres sur l'autre rive de l'Aisne. Nous avons déjà essayé de traverser, par 4, en barque. Impossible. Les hommes sont tués et les barques parties à la dérive. Alors nous attendons. Les 2 artilleries tirent sans arrêt. Les murs de la ferme où nous sommes sont transformés en passoires. Nous faisons 2 prisonniers qui mouraient de faim. Nous leur donnons le peu que nous avons. Et il pleut toujours. Aliam reçoit une lettre de son père, où il y a un petit mot concernant Jeanne. Cela me fait bien plaisir. Nous partons à 3 heures de l'après-midi, au poste avancé. On nous place à 10 mètres de la rive, couchés pendant 3 heures consécutives sous la pluie battante, dans un champ de betteraves. Nous voyons les Allemands aller et venir de l'autre côté de l'eau. Nous devons empêcher coûte que coûte qu'ils retraversent l'Aisne. Nous grelottons. Je passe une nuit affreuse sous les obus qui s'abattent sans discontinuer.
À 2 heures du matin, nous entendons des cris qui n'ont rien d'humain. Ce sont des nôtres qui ont réussi à passer l'aine et qui poussent une charge à la baïonnette. C'est horrible. Les cris sauvages et les cris de douleur se mélangent en arrivant jusqu'à nous. Quelle misère. Dimanche 20 septembre. Nous sommes toujours aux avant-postes, sous les obus. Des blessés en masse défilent. Nous avons des tués. Je me demande comment il se fait que je sois toujours là. Un éclat m'a coupé ma chaussure, un autre a crevé mon bidon, un troisième a scié ma capote, et je n'ai rien. Cette chance continuera-t-elle ? À 4 heures, on nous relève, et nous faisons 3 kilomètres sous la mitraille, le long de la voie de chemin de fer, qui est repérée depuis 3 jours pleins. Nous rentrons à Pernan-sous-Soissons. Lundi 21 septembre. Ah, quelle nuit nous avons passée. Les obus et la fusillade ne nous ont pas laissé 10 minutes. 3 obus ont traversé le toit de l'étable où nous étions. 5 des nôtres sont encore tombés. Et je n'ai toujours rien. Et pourtant nous sommes perclus de douleur et sans force. Quand est-ce que cela finira-t-il ? Si cela dure encore 15 jours, dans les mêmes conditions, pas même la moitié des survivants pourra continuer son chemin. Aujourd'hui, grande joie pour nous tous, c'est-à-dire les quelques camarades que nous sommes. J'ai reçu mon colis. Ah, ma chère Jeanne, comme nous te remercions tous les 4. Jamais tu ne pourras te douter. Merci du plus profond du cœur. Car fumer un peu en rêvant au sien en ce moment est notre seule consolation. Je n'en puis plus. Mardi 22 septembre. Nous reprenons les avant-postes en tranchée. Cette fois, j'ai une fièvre de cheval et un mal de tête fou. Est-ce la faiblesse ou une maladie que je couve ? Je ne sais pas. Il ne manquerait plus que ça. Pas de major, pas d'infirmier. Quelle nuit je passe. Je suis roulé dans une toile de tente que j'ai prise à un turcomore. Je grelotte de fièvre. Que vais-je devenir ? Mercredi 23 septembre. Même position. Nous sommes toujours à Pernan-sous-Soissons. J'ai pu me procurer une pilule d'opium. Cela a l'air de m'avoir fait un peu de bien. Quelle misère. Quand cela finira-t-il ? Je suis perclus de douleur. Je ne puis rester couché, ni assis, ni debout. La tête me tourne, et toujours sans nouvelles. Je n'ai rien pris depuis 56 heures à part un bidon d'eau, dévoré par la soif que je suis. Les obus viennent de mettre le feu à la ferme où nous sommes en grande garde. Nous finissons la nuit dans un fossé, à 3 mètres de là. Jeudi 24 septembre. Nous partons à 2 heures du matin. Notre capitaine nous perd. 4 officiers à la compagnie et incapables de lire la carte. Nous faisons 22 kilomètres en plus des autres, qui en font 20. Total, 42 kilomètres. Quand nous arrivons, les autres nous attendaient évidemment depuis longtemps, et ils repartent directement. Et nous repartons avec eux, en pleine nuit. Et nous faisons encore 19 kilomètres, notre capitaine nous ayant encore perdus. Le soir, nous arrivons à Emblémy. Vendredi 25 septembre. Ce matin, pour la première fois, je me fais porter malade. Nous étions 42 malades, alors à la visite, il s'est passé un fait inouï. On nous a fait mettre sur 2 rangs. Le major a sorti son revolver et a dit textuellement « Voilà 6 pilules renouvelables à distribuer pour les derniers arrivés. Au poste, en avant-marche. » La visite était terminée. Je n'en dis pas plus long pour le moment. L'avenir nous servira peut-être. Ah, ma pauvre gosse. Pardonne-moi, mais j'ai souhaité la mort à grands cris. J'ai sangloté comme un gosse. 30 ans, et traité pire que des chiens. Parmi nous se trouvaient Deschamps, Alliam, Couder et moi. Et pourtant nous étions malades. Georges pleure comme un gamin. C'est pitié de voir ça. Samedi 26 septembre. Aujourd'hui, cela marche encore un peu plus mal. Et puis l'escouade se démembre. Alliam passe caporal à la 13e, Delporte passe à la 15e et nous à la 14e. Nous avons un nouveau caporal. Parce que s'il y a autant de malades, c'est par indiscipline.
Nous sommes toujours à Emblémy. Nous allons passer 5 heures aux tranchées avancées, et nous revenons pendant 3 heures, et ainsi de suite. Nuit et jour. La canonnade et la fusillade n'arrêtent pas, jour et nuit. Voilà 6 jours que je ne mange pas du tout. J'ai une fièvre de cheval, mais le pire, c'est ma tête. Ça me tape là-dedans, comme sur une enclume. En rentrant, à 5 heures, je suis tombé, et on a été prévenir le charcutier, qui a daigné se déranger. Il a bien voulu reconnaître que oui, j'étais malade, et il m'a ordonné tout repos jusqu'au lendemain matin, mais je n'ai pas pu fermer l'œil. Dimanche 27 septembre. J'ai refusé de me faire porter malade. Aussi, le capitaine a bien voulu me laisser reposer encore jusqu'à 2 heures de l'après-midi, heure à laquelle nous partons pour les tranchées. Lundi 28 septembre. Toujours dans les tranchées. Mardi 29 septembre. Voilà 36 heures que nous sommes dans les tranchées, et nous sommes dans l'impossibilité de sortir de dedans. Nous avons 17 blessés et 11 morts, et nous ne pouvons pas les sortir. Nous profitons d'un petit moment, et nous partons tous, en les emmenant, remplacés que nous sommes par le 350e. Mercredi 30 septembre, 1 heure du matin. Nous quittons Emblémy pour rentrer à Pernan-sous-Soissons reprendre les avant-postes. Jeudi 1er octobre. Aujourd'hui, mauvais jour. Les malades pullulent encore à la compagnie. Les hommes tombent comme des mouches par la diarrhée, les coliques et la tête. Delporte est évacué aujourd'hui. Aliam est toujours malade, et cela va de mal en pis pour moi. Vendredi 2 octobre. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Pernan. Deschamps est évacué. Il est le 47e en 15 jours. De ceux qui ont coupé aux blessures, ils n'en ramèneront pas le quart si cela continue. Il y a certainement une épidémie, et ils nous le cachent. Et avec tout cela, toujours les avant-postes, avec 3 heures de faction sur 6, et à plat ventre sur la terre mouillée et sous la pluie. Les nuits deviennent de plus en plus froides. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Jeanne du 5 août, de Charles du 7 août et de Ernest du 7 août aussi. Tous 3 n'avaient pas mis la compagnie. Samedi 3 octobre. J'ai reçu ce matin une carte de maman du 2 septembre, une lettre de Jeanne du 13 septembre et une carte d'Auguste du 8 septembre. C'est-à-dire qu'en date, je suis presque sans nouvelles depuis un mois et j'écris tous les jours. Ici, encore Pernan. Nous avons 5 évacués. Je me suis levé à 1 heure du matin et je n'ai pas pu me recoucher du tout, car de 1 heure à 4 heures, j'ai fait 19 fois. Et depuis 4 heures, je ne fais plus que du sang. Serait-ce mon tour ? Ah, ma pauvre gosse, le découragement commence à me prendre. Jusqu'à présent, ton papa a résisté et résistera jusqu'au bout pour toi, ma chérie, mais que le bout s'approche. Sans ça, je ne pourrais pas aller jusque-là. Dimanche 4 octobre. J'ai encore la fièvre et nous prenons la garde au château ferme de Pernan, derrière les tranchées, pour garder le colonel et les officiers sans oublier le drapeau. Mais pour être sûr que nous soyons prêts en cas d'attaque, nous couchons dehors, et il fait bien froid pourtant. Lundi 5 octobre. Cette nuit, il a gelé blanc. Moi, cela ne va toujours pas. Il paraît qu'en avant de nous, nous avons des cadavres depuis le 18 septembre. C'est-à-dire l'odeur qui nous arrive par bouffées, et impossible d'aller les retirer. Tous les jours, nous avons des évacués. Nous avons une épidémie de fièvre typhoïde et de typhus. On se garde bien de nous le dire, mais nous le savons par les infirmiers. Mardi 6 octobre. Toujours revenu à Pernan, impossible de bouger de là. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Jeanne, datée du 15 septembre, c'est-à-dire de 3 semaines, et j'écris tous les jours. Mercredi 7 octobre. La diarrhée m'a repris aujourd'hui. Aussitôt que j'essaye de manger un peu, je fais le sang, et je ne peux pas me soigner, car il n'y a rien. J'ai reçu une lettre de Jeanne datée du 16 septembre et une de Charlot du 12. Cela m'a fait plaisir.
Nous sommes toujours à Pernan, et nous allons aux tranchées ce soir. Et il fait toujours un froid de chien. Il a gelé cette nuit. Jeudi 8 octobre. Mauvaise nuit. J'ai grelotté toute la nuit. Nous avons mangé nos vivres de réserve, faute de ravitaillement. Nous sommes revenus à Pernan à 7h du soir, pour repartir aussitôt à Cuffi, c'est-à-dire à 19 km de Pernan et à 300 mètres des Allemands. Mais comme nous sommes passés sous bois, et que nous avons fait les chevaux de cirque pour éviter d'être vus, nous avons fait 35 km en 6 heures. Nous sommes donc arrivés dans une maison sans toit, saccagée par les obus et les balles à 1h30 du matin. Défense de dormir. Ceux qui s'endormaient étaient réveillés à coups de pied, et comme si c'était nécessaire, par un froid de loup. Détail. Nous avons traversé Soissons pour venir ici. Cette pauvre ville a beaucoup souffert de la canonnade. Il n'y a plus de pont debout. Nous avons passé par un pont de péniche. Autre détail intéressant pour moi, en passant, bien qu'il fasse nuit, le poste de la Croix-Rouge était sorti. Et il faut croire que j'ai bonne mine, car une de ces bonnes dames m'a donné un chandail, qui certainement me rendra grand service, car il fait froid, et bien froid. Vous venez d'écouter Privilège de Poilu, 3e épisode de la série Deux grands-parents. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Suivez Brodio sur Instagram pour ne rien rater de la suite de cette série. Retrouvez l'ensemble de la série Deux grands-parents sur toutes vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très vite pour la suite et fin de l'histoire de guerre de Célestin Blot. Brodio.